Le Canadien a perdu hier en prolongation 2-1 face aux Sénateurs d'Ottawa. Bien sûr, on va en parler et on va se avertir. Ils ne sont pas capables de le mettre dedans, puis c'est clair. On va en jaser avec François Gagnon qui sera avec nous et également John Chayka. On ne parlera pas du Canadien avec John Chayka, c'est le directeur gérant des Coyotes de l'Arizona. Donc, on va lui jaser un peu également. Donc, soyez là, certains. Et on va prendre, bien sûr, vos sujets pour discuter, entre autres, avec François. Et je pense, entre autres, à Emmanuel Bossé et Marc Boucher qui disent comment s'expliquent les défaites face à des équipes en bas du classement. Le Canadien qui a récolté seulement 2 points face, dans ses 3 derniers matchs à des équipes qui jouaient sous la barre des 500. Et Maxime Daou dit Nick Suzuki continue de m'impressionner par son aisance. Ça aussi, on va en parler. Je l'ai sur ma feuille. On jase dans quelques... Go. Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 21 novembre 2019. Ça passe vite. Oui, ça va vite, puis je te l'annonce tout de suite, je ne serai pas prête à Noël. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Salut! Vas-tu être prête? Ah, toi, madame, va s'occuper de tout. Hey, mes enfants n'écoutent pas, hein? Mes enfants, les cadeaux de Noël de mes enfants sont presque déjà tous finis. Pour magasinage, ben oui. Bravo à ta femme. Non, pour vrai, on est pas mal deux là-dedans, je te Pour dirais. vrai? Ben oui. Chapeau. Ben oui. Je sais même pas ce qu'ils veulent. Non, ben non, moi, on le sait depuis l'année passée. C'est ça, des enfants. Ouais. Ils ont peut-être changé d'idée, par exemple, tu aurais peut-être dû checker. Oui, non, mais on fait des sondages. De temps en temps. On fait des petits rappels de temps en temps. Hey, je sais que le Canadien a perdu, ça fait 3 en ligne, tout ça. Puis on reçoit des commentaires assez positifs et constructifs, déjà, depuis le début de l'émission, ou avant même l'émission, évidemment, parce qu'on vient juste de commencer. Pat Lamont sur Facebook, il dit après 25 matchs l'année passée, 27 points. Après 25 matchs, c'est ça que j'ai dit? 27 points. Puis cette année, après 22 matchs, 27 points. C'est le même nombre de points, 3 matchs de moins. Hey, les gens sont positifs. J'aime ça, moi. Et je t'avais parlé de, je pense, c'est 17 points, ça prenait par... je t'avais dit que ça prenait par mois. Ben, tu l'as pas juste dit à moi, là. C'est ça, j'avais dit? Ça se peut. 17 pas points 16? 17 points. 17 points, puis... ouais, 17 points. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, x 6. Ça fait 102. Ouais, 17. Fait que là, ils sont à 27. Oui, 27. Il manque 7 points d'ici à la fin du mois pour que ça continue de balancer. Non, mais c'est voir combien il reste de matchs aux Canadiens. J'en ai parlé tantôt, grosse émission. On va revenir sur le match d'hier. Le match d'hier qui est en 2 volets. Premièrement, je trouve que les cérémonies pour Guy Carbonneau, vraiment, c'était bien. Je ne sais pas comment c'était pour toi qui étais présent là-bas. Oui, puis je sais que François est là aussi, puis ouais, j'ai adoré. On va parler de ça. On va parler du match, bien sûr. On parlait du congédiement de Babcock et de cette guerre que Mike Commodore a décidé de lancer sur les médias sociaux contre Babcock. C'est drôle, ça. Et boy, je ne suis pas sûr que tout le monde la trouve drôle, celle-là. Et on va parler avec John Chayka, le directeur gérant des Coyotes de l'Arizona. Pas mal fier de notre émission aujourd'hui. Puis ça commence avec lui. François Gagnon, salut. Bonjour, messieurs. Comment ça va? Toujours bien. Hein? Gros show. François Gagnon, John Chayka, ça sonne bien? Écoute, oui, mais Chayka est pas mal plus gros que François Gagnon. Au sens figuré, parce qu'au sens propre, j'ai une couple de livres de plus que lui. Je n'aurais jamais été là. Écoute, le match d'hier, on va commencer. Amusons-nous un peu là, avec Guy Carbonneau. Tu sais, je prétends pas le connaître très bien. Je ne sais pas à quel point tu le connais plus que moi, mais c'est un homme qui laisse paraître normalement peu ses émotions. Puis il semblait un gars touché par les applaudissements de la foule. Ben écoute, c'est normal. Puis ça a commencé vendredi passé à Toronto. Là. Tout ce qui a entouré l'intronisation au Temple de la Renommée, la remise de la bague vendredi dans le Grand Hall, son menton, il tremblotait une couple de fois. Là, puis il avait les yeux embués. Puis c'est pas parce qu'il faisait froid ou trop chaud. Hier, on l'a vu à quelques reprises de regarder vers le banc du Canadien en disant « Chez Weber, viens ici, toi là, tu sais, ça presse. Et il y a eu des gestes un petit peu de nervosité. Puis c'est normal. T'es tout seul. Imagine-toi, là. T'es tout seul, au centre de la patinoire, ton chandail 21, il y a 21 000 personnes qui t'applaudissent, qui t'ovationnent, qui crient, qui. Tu sais qu'il y en a 700, 800, 900 000, peut-être 1 million devant leur écran de télévision qui se remémorent tes grands moments en carrière. Il y a de quoi être un petit peu, je te dirais, secoué au niveau des émotions, et c'est tout à fait normal. Et
sa présence sur l'anneau d'honneur du Canadien, en haut de la section 406. Quand on descend sur la galerie presse, c'est juste à droite. Écoute, c'est la consécration d'une grande carrière. Est-ce que ça lui permettra d'avoir son chandail retiré un jour? J'en doute, là, mais il en demeure pas moins que ce qu'il a vécu en fin de semaine, c'est grandiose, et hier soir aussi. On a même vu... Attends, on va parler de qui on a vu. Juste dire aux gens, moi, j'avais couvert le match des Étoiles qui était à Montréal dans le vestiaire. J'avais droit au vestiaire, donc j'avais accès au banc des joueurs, etc. Où ce que Marc, il est, là, quand tu arrives par là, je ne me trompe pas, il y a comme une pente. Tu sais, tu montes comme en pente vers la glace quand tu sors du vestiaire. Oui, un petit peu. Et le mur, c'est vraiment un mur, l'impression que tu as. Puis, à moins que tu aies joué pour le Canadien, tu ne sais pas c'est quoi ce feeling-là. Fait que c'est pour ça que je vous en parle. Là. Honnêtement, il n'y a personne qui s'occupait de Martin Lemay au match des Étoiles dans les corridors. Là. Mais, et puis, il n'y a personne qui m'applaudissait, moi. Là. Mais de voir ça, tu es impressionné. C'est à couper ça, tu fais comme « Oh! » Il y a du monde, là, tu sais. C'est un mur de monde quand tu arrives par cette porte-là. Là. Ouais, c'est vraiment une sensation. Quand c'est plein, là, puis que tu as ce feeling-là, là, je veux dire, c'est quelque chose. Puis j'ai joué une couple de fois au hockey au Centre Bell, même devant des gradins vides, ça ne peut pas t'empêcher de te dire « Wow, qu'est-ce que ça doit être? » Parce que c'est impressionnant. C'est clair. OK. C'est moins impressionnant après, par exemple. Oui, moins impressionnant parce que Luc, j'ai demandé c'était quoi son highlight hier, puis il m'a dit que c'était la kiss cam. Fait que, d'après moi, c'était pas super. Le petit couple qui voulait pas s'embrasser, puis finalement, ben, ils ont eu un petit bec, puis ils ont gagné le prix. Ouais, tu vois, toi aussi, ça t'a marqué? J'attendais pas s'il allait avoir un baiser de Borowitzki à Kutchuk sur son but vainqueur, mais j'en ai pas vu. Parce que lui, il a le droit d'embrasser ses coéquipiers, il ne sera pas suspendu. Fait que non, à part ça, la kiss cam, oui, ça a été le meilleur moment. Et l'autre bon moment, j'allais le dire tantôt, c'est on a vu Jacques Demers à la caméra de RDS. Je ne sais pas c'était quoi le plan de le montrer dans les estrades, parce qu'après ça, je pense qu'il était dans une loge. Là. Mais lorsqu'on a montré Guy Carbonneau sur l'anneau d'honneur, Jacques Demers était là dans son fauteuil. Puis je pense que les gens aiment ça le voir, puis aiment ça l'applaudir, puis aimeraient ça, mettons, qu'on y rende hommage. Puis je sais que tu as parlé que ce serait peut-être le temps de penser à lui pour le temps de la renommée. Ben écoute, on verra bien ce que ça va donner. C'est sûr que c'est plaisant de le voir. En même temps, moi, ça me vient me virer à l'envers complètement quand je le vois dans cet état-là. Il était avec des proches amis de Guy Carbonneau. Si j'ai bien vu sur les images, c'était Roberto Manago qui était là, qui était un chum de Carbonneau, qui était un restaurateur, qui était un fan du Canadien depuis longtemps, qui était un bon ami, il est toujours de Jacques Demers aussi. Donc, pour Carbo, c'est important que son coach soit là. Alors, ça te montre aussi l'envergure du personnage. Tu le dis, c'est pas le gars le plus expressif tant au niveau des émotions visuelles qu'au niveau verbomoteur. Mais pour y avoir parlé à quelques occasions au cours de la fin de semaine à Toronto, je peux te dire qu'il a été vraiment, vraiment touché. Puis, vraiment fier. Quand il a fini son speech, là, mais son discours lundi soir, quand il a dit « Quand le monde va me demander maintenant si je suis au temple de la renommée, je vais enfin pouvoir dire oui. » Et là, ça permettait ça de voir la portée, l'envergure qu'il accorde à l'honneur qu'on lui a réservé. OK. Parlons du match. Même si on dit que ça peut être un grand spectacle, j'ai beaucoup de notes sur le match, des plus, des moins. On a commencé avec le gros moins. Claude Julien, ça fait 2 matchs qu'il en parle. Là. Si on demandait, en tout cas, je n'irais pas là, mais le Canadien ne score pas. On va se le dire demain, straight puis plate, là, ils ne mettent pas dedans, puis ça leur coûte. Écoute, à un moment donné, ils jouaient avec l'avance 1-0, puis c'est comme s'ils jouaient, ils menaient 4-0. Oui, mais tu sais, à un moment donné, il faut aussi arrêter de tout faire en fonction et de tout analyser en fonction du Canadien. Il y a 2 semaines, quand le Canadien a battu Columbus au Centre Bell, Price avait volé complètement les Blue Jackets. Et puis, après le match, tu sais, Tortorella, il a dit « Mes gars ne scorent pas, c'est vrai, mais il ne faut pas enlever le mérite qui revient à Carey Price. 3-4 jours avant, à Philadelphie, il avait fait la même chose. Tu sais, il avait volé les Flyers. Donc, après ce match-là, tu te dis « Patins, ils ne sont pas capables de scorer. » C'est vrai, mais il y a peut-être des raisons. Si le gardien adverse a multiplié les gros arrêts, ça veut dire que tu as fait des bons tirs. Si le gardien de l'autre bord n'a pas fait d'arrêt parce que tu as tiré dans baie vitrée, tu as tiré dans la bande, tu as tiré ses adversaires en avant, là, je vais être le premier à te garrocher des roches. Mais hier soir, là, Craig Anderson, il a été fumant, là.
il a été meilleur que Carey Price hier soir, et c'est la raison pour laquelle les Sénateurs ont gagné ce match-là. Est-ce que Tkachuk est meilleur que Kotkaniemi? Est-ce que Pajot est meilleur que Gallagher? Je m'entorche de ça, là. En ce moment, c'est pas ça qui est important. C'est de dire pourquoi les Canadiens n'ont pas perdu. C'est vrai, ils ont juste marqué un but. Mais pourquoi ils ont juste marqué un but? C'est-tu parce qu'ils n'ont pas généré d'offensive? La réponse à ça, Martin, est non. Ils en ont généré de l'attaque. Mais le gardien, l'autre bord, il a été bon. Puis il y a des soirs où on doit dire chapeau bas au gardien adverse. Oui, mais c'est peut-être parce que c'était pas chic, tu sais, puis c'est correct. L'expression dit c'est pas comment, c'est combien qui est important. Et elle s'appliquait à Anderson hier. Ah, ben là, écoute, t'as bien raison, là. Je veux dire, écoute, puis en plus, c'est pas comme s'il y avait des statistiques fumantes contre le Canadien. J'ai regardé ça après le match. Là, il est rendu une fiche de 500. Je pense que c'est 13 victoires, 13 défaites. Puis une autre trollée, soit de match nul, ou en fait, il n'était pas là à l'époque des matchs nuls, de défaites en prolongation ou en tir de barrage. C'est pas comme s'il y avait le numéro du Canadien. Mais hier, c'était pas beau toujours, mais ça a été efficace, puis c'est juste ça qui compte. Oui, c'est ce qui compte. Puis le Canadien, c'était une domination à outrance. Mais m'emmener les Sénateurs, tranquillement, pas vite, reprenaient du rythme dans ce match-là. Anthony Duclair, ce gars-là, bien joué, hein? Guy Boucher nous disait, moi, j'étais un petit gars qui voulait prendre sa carrière en main, que j'ai vu arriver à Ottawa. S'il apprend vraiment en main sa carrière, là, il a du talent en jouant le vert. Ben, le talent n'a jamais été en question. Souviens-toi, quand Tortorella, l'année passée, à peu près à ce temps-ci, c'était au début de l'année, quand il a fait sa sortie contre Duclair, il disait qu'il était déçu. Il était déçu parce que lui, comme coach, il n'était pas capable d'aller chercher du talent de ce gars-là. Puis après ça, il a dit, moi, c'est un échec pour moi, mais c'est un échec pour lui aussi, puis c'est à lui à maintenant décider ce qu'il veut faire dans la vie. S'il veut être joueur de hockey, il faut qu'il travaille, il ne peut pas se fier juste à son talent. Puis on le voit, là, il a tourné le match hier. Il n'a pas marqué, mais les Sénateurs ont pris vie quand il a commencé, lui, à contrôler le jeu, sa patinoire. Et tu sais, on parle d'Anderson qui a volé des buts aux Canadiens ou du Canadien qui n'a pas marqué, mais la grosse différence est là, là. Les Sénateurs, hier, ils s'en viennent à Montréal. Les deux clubs sont dans une séquence de 2 matchs en 2 soirs. Fait que tu le sais que si un des deux clubs sort fort, puis un des deux clubs prend l'avance, même si on voit des remontées beaucoup plus cette année, ben l'autre club va tirer à plug, là. Puis hier, jusqu'en milieu de partie, les Sénateurs, ils jouaient pas du bon hockey, ils étaient ses talons, puis Anderson était le seul sur la plante des pieds, ou sur la pointe des pieds, et puis il les a gardés dans ce match-là. Ben, à un moment donné, il a dit « Hey, on a des chances de gagner », puis c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, il est là le bobo pour le Canadien. Le fait de ne pas avoir réussi à déjouer Anderson, de s'être buté à Anderson, prenez l'expression que vous voulez, ben ça a freiné le Canadien, puis ça a donné de la vie aux Sénateurs. Fait que ça, c'est comme une correction négative. Tu sais, quand on était à l'école, puis c'était des vrais ou faux, puis on disait, on va prendre une chance. Mais quand tu te trompais, puis que le professeur te disait, non seulement tu n'as pas de points si tu te trompes, mais je te en enlève un, je peux te dire que c'est déjà arrivé que j'avais laissé des feuilles blanches quasiment parce que je ne voulais pas finir en dessous de 0. Là, tu sais. Alors, c'est ça un peu qui s'est passé hier pour le Canadien. C'est plate de même, parce que ça fait 3 défaites de suite, mais au moins, ils ont ramassé des points dans 2 de ces 3 défaites-là. Et ça, là, c'est crucial dans le classement, puis c'est ce qui permet aux Canadiens d'être en avance sur sa production de l'année passée à pareille date. Oui, mais je trouve que ça fait mal d'avoir récolté juste 2 points face à 3 équipes. Écoute, 3 équipes qui jouent sous 500. Puis tu sais, je t'entendais tantôt, en fait, je faisais plus que t'entendre, je t'écoutais, puis tu disais 17 points par mois. Je suis bien d'accord sur la finalité, Martin. Mais il y a des mois plus faciles que d'autres. Et le mois de novembre en est un. T'sais, les Devils avaient joué vendredi quand ils sont arrivés samedi, comme le Canadien. Les Sénateurs avaient joué hier, comme le Canadien. Samedi soir, Montréal va jouer contre des Rangers de New York qui vont jouer le vendredi à Ottawa. Ils jouent contre des clubs qui sont en dehors des séries, donc ça devrait être plus facile. Alors, tu as besoin de plus que 17 points dans la séquence actuelle du mois de novembre parce qu'elle est facile. Parce que le mois de décembre, il va être mauditement difficile. Et si le Canadien sort du mois de décembre avec 12-13 points, moi, je vais te dire, Christy, c'est un bon mois pour le Canadien. Alors, le 17, c'est une moyenne. Mais il y a des mois qu'il va falloir que tu ailles en chercher 20 puis 22 Absolument. Parce que tu as d'autres séquences qui vont être pas mal plus difficiles à traverser après ça. Absolument. Et si mon calcul est bon, on disait qu'on était à quoi, tu as dit 27. 22 il en manque 7 pour le mois de novembre, puis il y a 8 points disponibles. Fait que
le Canadien risque de finir en bas de la moyenne dans un mois facile. Tu comprends? Fait que je comprends que c'est une moyenne. Mais c'est juste pour avoir des objectifs, voir si on est sur, excuse-moi le terme anglais, sur le pace de rentrer en série ou pas. Parce qu'il ne faut pas se faire prendre par la deuxième position, la troisième position en division. Il y a du monde qui ont des matchs en main. Toi, tu en as en main. Fait que les choses sont bien subjectives. L'autre affaire que je n'ai pas aimé hier, c'est drôle parce que hier, je l'ai défendu hier dans le podcast. Puis c'est même pas son but. Son but, c'est un beau but, c'est une belle déviation. Mais j'ai pas aimé Carey Price hier. Le jeu, quand je pense que c'est White qui casse son hockey derrière lui sur le 2 contre 1, il a bougé bizarre. Elle m'a amené contre Anthony Duclair. Écoute, il l'a sorti de ses patins, mais la rondelle est restée en dessous de sa patte. Puis lui, il a glissé dans le coin de la glace, Price, avec la rondelle. Je le trouvais croche. Et à un moment donné, c'est ce que je comptais à Luc. J'étais à la maison, puis je dis, hey, je vais le regarder au moins dans son body language, dans son tracking de rondelle, s'il est dans le match. Puis là, je le regarde, puis je fais, ah, il l'a. Puis à un moment donné, la rondelle s'en va le long de la bande à Ennis, lance au but, le rondelle range. Je fais, ben, voyons. Il fallait bien que je le regarde pour trouver qu'il était croche. Ouais, sur le but, le tir de Ennis dévié par Pajot, écoute, moi, sur une déviation, je me dis toujours, bon, le gardien, il est mal foutu. Il était en position, oui. Est-ce que la rondelle aurait pu toucher? C'est vrai. C'est sur les autres jeux. C'est les jeux, les arrêts qu'il a fait, c'était pas convaincant. Il y a d'autres jeux où je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, je te l'ai dit tantôt. Hier, Craig Anderson a été meilleur que Carey Price. Ouais. Est-ce que je choisis Carey Price si je bâtais une équipe avant Anderson? C'est pas sûr que oui. Mais dans le match d'hier, le goaler des Sénateurs a été meilleur que le goaler du Canadien. C'est rien que ça. Ça fait pas de Price un mauvais gars. Puis là, ça a permis à ses détracteurs de dire, bah, encore, on donne 10,5 millions à un gars qui n'est pas capable de gauler 2 games en ligne, puis qu'il n'est pas capable de gagner, patati patata. On se calme. Il a été moins bon que son adversaire hier, mais il y a bien des soirs depuis le début de l'année qui a été pas mal meilleur que son adversaire. Absolument. Tantôt, vous avez parlé de Tkachuk, Kotkaniemi. C'est sûr que sur nos pages, les fans s'amusent un peu aux dépens de... Quoi, Kotkaniemi a quand même mieux joué hier. C'était bien meilleur. C'est le meilleur de ses matchs depuis qu'il est revenu au jeu. Absolument. Puis, évidemment, mais c'était pas fort pareil. Non. Il est rentré en contrôle. Ça fait 0 pareil. Mais il a été mieux que 0 hier, je suis d'accord. Puis comment vous avez trouvé Tkachuk? Parce que oui, il a marqué, puis oui, c'est le but vainqueur, tout ça, mais moi, je ne l'ai pas vu, Tkachuk, du match. On l'a pas vu, sauf que quand on le mettait avec Anthony Duclair et Pajot, tu sentais que c'était 3 joueurs de plus de talent là-bas. Là, mais tu sais, moi, je suis bien plate dans ces affaires-là, puis je ramasse le monde, puis je leur dis, arrêtez de partir en fou sur un match puis sur un autre match. T'sais? Parce qu'il y a 2 semaines, on pensait que le Canadien était bon pour se rendre à la Coupe Stanley. Là. Ça allait bien, il en avait gagné 4 en ligne, tout était beau. Puis là, on va commencer à chercher des bébites parce qu'il en a perdu 3. Là, on va se le dire tout de suite. Brady Tkachuk va être meilleur que Kotkaniemi pour les 2-3 premières saisons, c'est sûr. Premièrement, il est plus gros. Deuxièmement, il est plus solide. Troisièmement, il est plus vieux. Alors, puis quatrièmement, c'est un joueur complètement différent. Il a l'air d'un homme. Non, il n'y a pas rien clair, il y a la chanson qui va avec. C'est un homme, OK? Il était dans le vestiaire hier des Sénateurs. Il est plus imposant physiquement que Borowiecki, son coéquipier défenseur. Alors, c'est déjà un homme. Il est grand. Kotkaniemi a plein de talent, mais Kotkaniemi, c'est un grand enfant. C'est encore un enfant. Tu sais, l'année passée, je me suis fait planter souvent, puis j'ai respecté ça. J'ai passé l'hiver à dire, oui, il va bien, mais il aurait dû le retourner en Finlande pareil. Oui, il a des belles aptitudes, oui, il a un talent immense, mais il aurait dû le retourner en Finlande pareil. Puis s'il est allé en Finlande l'année passée, je te dirais cette année qu'il reste à Laval. Je ne veux pas le voir à Montréal. Justement pour pas qu'on arrive avec des comparaisons qui ne seront jamais bénéfiques aux petits gars, ou au grand gars, parce qu'il est 1 an plus jeune que l'autre, et parce qu'il n'y a pas le même cheminement, il n'y a pas le même parcours. Les comparaisons Kotkaniemi et puis Brady Tkachuk, on les fera dans 3 ans, dans 4 ans, puis dans 5 ans. Si après les saisons, si une fois les contrats d'entrée dans la Ligue nationale terminés, à sa dernière saison, Kotkaniemi est encore 1 000 en arrière de Tkachuk, là, il y aura matière à s'inquiéter. Et si, après 5 ans, Tkachuk est toujours en avant, on pourra dire que le Canadien a pris la mauvaise décision. Mais d'ici là, il faut se calmer un peu parce qu'il y a des joueurs qui prennent plus de temps à se développer, rien que parce qu'ils sont plus jeunes en plus. Puis c'est la réalité de Kotkaniemi. Et je ne veux pas faire de comparaison entre les 2 joueurs. Repêchage 2017, Nico Hischier, c'est un bon joueur. Je pense que les Devils, ils ont donné du gros cash. Nolan Patrick, encore blessé, qui était numéro 2.
Peu importe qui a été repêché dans ce repêchage-là, c'est-tu pas le 5e choix que tu aimerais avoir dans ton équipe, Elias Pettersson? Ben, ouais. Je pense que Vancouver... 5 ou il était 7, je me souviens pas. Mais... Il était 5 au total, ouais. et je pense que Vancouver l'a laissé un an à l'autre bord avant de le ramener. Et même à ça, il est arrivé ici l'an passé, frêle. Mais il est arrivé quand même un an plus vieux que Kotkaniemi. Mais moi, je serais prêt à couper la poire en deux avec toi, François. Si le Canadien n'est pas trop blessé, là, moi, je serais prêt à prendre off sur Kotkaniemi 15 jours, va faire le championnat mondial junior, va dominer. Ah, mais ça, je te l'ai dit la semaine passée, il y a 2 semaines, quand on s'est parlé. Moi, c'est le scénario que j'adopterais. Tu reviendras. La condition numéro 1, c'est celle que tu viens de mentionner. Il ne faut pas qu'il y ait de blessures. Puis là, en ce moment, le Canadien ne peut pas se permettre avec Drouin puis avec Byron qui sont hors combat. Tu ne peux pas te permettre de dire à Kotkaniemi va t'amuser au championnat du monde. Mais tu sais, c'est-tu notre collègue Martin Leclerc, je pense, hier matin, qui écrivait ça? Puis c'est pas parce que c'est écrit ailleurs qu'on ne peut pas donner des accolades à nos collègues, là. Mais tu sais, il faisait la comparaison avec Suzuki. Suzuki était frustré l'année passée de retourner dans le junior. J'ai rien prouvé dans le junior. Il avait raison de dire ça. La question ou le mandat, c'était pas de dire va faire tes preuves dans le junior. Le mandat, c'était va faire gagner ton club. Va prendre les bouchées doubles. Va brûler la Ligue. Ah oui. Et c'est ce qu'il a fait. Ouais. Puis, honnêtement, là... À moins d'un exceptionnel... À moi, puis peut-être que tu ne seras pas d'accord, puis c'est bien correct. Mais à mes yeux, à moi, en ce moment, Nick Suzuki joue du meilleur hockey que j'ai espéré que Kotkaniemi en a jamais joué l'an passé. Puis ça va avec la maturité. Il est un an plus vieux, il a eu son année de junior pour dominer complètement, comprendre ce que c'est que d'être the guy, le gars vers qui tout se tourne. Et il y a beaucoup plus d'aisance. Après le match, j'y ai parlé, puis j'ai dit, tu te sens comment par rapport à ta première partie? Tu sais, c'est pas une question évidente parce qu'il vient d'être responsable du but gagnant avec Tatar, là. Mais il dit, écoute, j'ai pas joué un gros match, oui, j'ai un but, je suis responsable en partie du but gagnant de l'autre équipe, mais personnellement, je me sens 100% plus à l'aise à glace que lors de ma première partie. Puis hier, c'est le match 22. Alors, pour faire ça, c'est parce qu'il a acquis l'an dernier de la maturité, de l'expérience qui l'a préparé pour la Ligue nationale. Et je suis 100% d'accord sur Kotkaniemi, mais je veux encore attendre. Pourquoi? Souviens-toi l'an passé, chaque match, il devenait meilleur. Là, depuis son retour... Avant Noël. Avant oui. Noël. Après okay. Noël, à chaque match, il devenait moins bon. OK. Mais là, depuis qu'il est revenu, c'était son meilleur hier. Ouais. Continuons la chanson, voir où ça va aller. La chanson, vous avez bien des chansons aujourd'hui. Changeons de country, tiens. Tu veux-tu y aller avec un commentaire? Vas-y, parce que moi, je saute sur Suzuki après. OK, Suzuki après, avant mais qu'on prenne une débarque de blessés. je vais prendre 2 commentaires pour en faire une question par rapport à Kotkaniemi. Justement, Jimmy Gauthier sur Facebook, il dit « Faut pas oublier que même Domi n'a pas produit avec Lekonen et Will, puis là, on demande à Kotkaniemi de produire avec eux. Oh. Puis Patrick Desaulniers, il dit il parle d'inquiétude. Puis il parle de Domi. Je sais que tu voulais parler de Suzuki, mais là, je pense que les gens veulent parler de Max Domi. Allons-y sur Domi. Premièrement, le point de Jimmy Peux-tu à savoir... finir ce Kotkaniemi pour Bien répondre au monsieur qui nous Bien sûr. Oui, qui joue avec des alliés, Will et Lekonen. Moi, c'est quoi son nom? Jimmy, je pense. Jimmy. Jimmy. Écoute, Jimmy, personnellement, là, en ce moment, je dirais pas que je m'en fiche, là, mais c'est pas la production offensive de Kotkaniemi que je veux voir. Je veux le voir offrir des... Si Will et Lekonen sont trop chaudrons pour marquer, ce sera leur problème. Mais en ce moment, Kotkaniemi leur offre même pas des occasions de marquer. Alors moi, c'est ça que je veux voir. C'est pas la production, c'est la qualité des présences. Je veux pas le voir sur le derrière à chaque fois que quelqu'un passe à côté de lui. Je veux pas le voir zigzaguer en zone neutre. Je veux le voir être incisif dans ses poussées offensives. Puis hier, il l'a pas été assez. Oui, mais il a été, par exemple, parce que là, j'allais te reprendre la balle au bon. Là. Il y a une couple de séquences où ce qui a été non seulement exceptionnel, mais qui a donné des chances de marquer. Entre autres, Lekonen a reçu une passe, à un moment donné, un one-timer. J'ai fallu que j'attende la fin du lancer pour dire c'est qui vient de lancer cette bombe-là, mais à côté. Puis là, j'ai fait 62. Non, mais regarde, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Mais c'est pas ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est pas la production de Kotkaniemi que je regarde, c'est la qualité d'ensemble de son jeu. Donnons-nous encore, comme je l'ai dit, c'était son meilleur, c'était peut-être pas le parfait,
Mais il s'en va dans le bon Vous sens. vous souvenez d'une séquence, il rentre avec la rondelle en zone adverse, puis il hésite. Finalement, il a perdu la rondelle. Tu sais, Ouais. c'est un peu ça. Là. Là, Mais au moins, il est rentré avec la rondelle plus souvent Exact. que les deux derniers C'était moins matchs, là. pire que c'était. On va dire ça. Parfait. J'aime mieux le moins pire que le meilleur. Le verre est encore à moitié vide, il n'est pas à moitié plein. Mon tabarouette. All right. Parle-moi de Suzuki. Écoute, il a joué un bon match. Moi, j'ai adoré le fait qu'il ne célèbre pas après son but Ouais, parce qu'il tout le monde savait parle que de c'était un ça, gimme. Mais le but en overtime, Claude a dit victime de paresse de notre joueur. Et Tatar qui revient sur Tkachuk, qui regarde Suzuki. Puis là, les gens nous parlent sur nos pages. Ouais. Le regard de Tatar, ouais. êtes-vous d'accord avec ça? Et là, après ça, moi, je l'ai à la TV, Frank. Je n'étais pas sur place hier. Mais mon impression live, sans reprise, c'est Suzuki qui a erré là-dessus. Sur le jeu live, comme tu dis, moi, j'ai dit, coudonc, Tatar me semble qu'il est plus vite que ça. Oui. Il est Après parti ça, en quand retard j'ai pour vu- couvrir. mais c'est Ouais. ça. Après ça, quand j'ai vu la reprise, j'ai dit, oups, il est parti avec 2 enjambées de retard parce que Claude Julien a parlé de paresse en anglais. C'était un gros manque de communication et de compréhension entre les deux joueurs. Suzuki met Tatar dans le trouble. Tatar part en retard et il n'a pas été capable de le rattraper. Ça, la vitesse, je vais imputer ça à Tatar. La semaine passée, on a vu Victor Mété rejoindre quelqu'un en prolongation. Je me souviens pas qui. Ça a donné une punition. Puis je pense que c'est les Flyers qui ont gagné en prolongation. En tout cas, peu importe le match. Là. Mais Mété a fait preuve de vitesse. Tatar, hier, contre Tkachuk, je me disais, rejoins-le. Prends une punition, écope une punition, donne un tir de pénalité. Peu importe. Mais va aider ton goaler. Puis il n'a pas été capable de le rejoindre. Sauf que la reprise démontre très bien qu'il part avec une enjambée et demie de retard parce que les deux gars se sont complètement fait avoir en zone défensive. Et c'est la beauté du 3 contre 3. Une demi-seconde d'inattention, l'autre club un 2 contre 1 ou une échappée. Tu peux pas te permettre d'avoir les patins en direction du filet alors que la rondelle s'en va de l'autre bord. Tu comprends-tu? Il faut tout le temps que tu continues ta loupe pour être en train de revenir, puis tu reviendras célébrer si jamais elle rentre. Tu comprends-tu? Il faut tout le temps que tu aies le réflexe d'avoir les patins de l'autre bord. Mais oui, puis Martin, ça prouve ce qu'on voit de plus en plus. Le contrôle de la rondelle est primordial en prolongation. Tu n'as pas de jeu, ramène-la à ton gardien, puis va recommencer chez vous. Tu veux pas donner la rondelle à l'autre équipe. Quand tu arrives en angle au filet, assure-toi que ton tir est sur le but, parce que si elle s'en va tourner dans le coin, tu vas donner un 2 contre 1. Il y a tellement de petits détails qui ont des conséquences immensément exagérées à 3 contre 3, parce qu'il n'y a personne pour te protéger, que tu peux pas te permettre de pas te comprendre comme Suzuki et Tatar ne se sont pas compris. Et le regard de Tatar, c'est ça que ça veut dire. Ça dit, hey, moi, je n'ai pas vu là-dedans, hey, le jeune, tu m'as mis dans le trouble. J'ai vu là-dedans, OK, on est dans la chenoute, tous les deux. Ah ouais, on va passer dans le bureau. C'est ça qui est arrivé. Ben moi, je suis Suzuki, qu'est-ce que je fais? Je fais exactement ce qu'il a fait. À quoi bon, moi, partir à courir après Tkachuk quand je sais que je vais être exposé sur ma non-vitesse versus Tkachuk? Tant qu'à perdre, tout se bien de rester ici et de manger le truck au complet. Bon, ben, fais une prise de l'ours, tu vas tomber en définition, mais laisse pas ton partenaire dans le trouble, pareil. Et là, c'est pas mieux, là, tu sais. Mais d'ailleurs, c'est pas. Puis le nom de Suzuki revient souvent sur nos pages. C'est pas une bonne nouvelle de le voir à 3 contre 3, justement. C'est un jeune joueur. C'est une bonne nouvelle, certain. Ah ouais. Ça montre que Claude Julien est conséquent dans ses commentaires. Tu sais, comment on a entendu toute l'année encore? Oh, il est pas beau que les jeunes. Oh, il n'a jamais confiance aux jeunes. Oh, il tue le talent. Oh, il brime les jeunes. Une drôle d'imitation, ça, quand même. Attends un peu, là. Quand il y a un jeune qui est bon, il le fait jouer. Tu sais, puis il est là en avantage numérique. Il gère son temps à 5 contre 5 et c'est très bien. Il l'a confié à des gars comme Thompson et comme Cousins et c'était très bien parce que le jeune en a bénéficié. Et là, ben, il y a l'ouverture puis il en donne de la glace. Il y en a peut-être trop en ce moment parce que, justement, il ne peut pas assumer tout ça. Mais hier, il a appris. Il a bien paru aussi. Hein? Il a bien paru. Ah, il a fait des très bonnes choses hier encore. OK. Tu sais, écoute, là, le hockey, c'est un jeu d'erreur. Et j'en connais pas un dans l'histoire du hockey qui a joué un match complet sans commettre une erreur. Un match À parfait. part des gars qui ont passé le match sur le banc. Puis encore, ils ont peut-être vu des affaires niaiseuses. Fait que, tu sais, écoute, là. On salue André Roy. Je voulais pas dire ça. Je voulais pas dire ça. Il est encore trop gros et trop fort. Puis s'il est de mauvaise humeur, il va me maudire une caloche en arrière de la tête. Écoute, j'étais au 5 à 7 avec lui hier. Je ne sais même pas s'il m'a redonné ma main.
il te l'a arraché puis il t'a frappé avec le bout qui saignait. Hey, Écoute, quel poignet, ce gars-là. Non, mais tu sais, mais c'est ça, je veux dire, ça fait partie des erreurs. Puis ça fait partie de l'apprentissage surtout. Puis moi, là, j'ai la plus grande des patiences pour Suzuki parce qu'il me montre la progression, contrairement à Kotkaniemi qui m'en montre pas assez. Et c'est ça que je veux voir de Kotkaniemi. Joue comme Suzuki. Si t'as pas ses points, je vais vivre avec ça, j'aurai pas de problème. Mais joue comme Suzuki joue en ce moment. Mais il y a 19, fait qu'on est prêt à... Ah, ben oui, mais ça, okay. il faut toujours garder ça en considération, là. OK, j'utilise le commentaire d'un auditeur pour te lancer un autre sujet. C'est sûr qu'il l'envoie dans la comparaison. Claude Marion, il dit « Hier, Hudon a fait meilleure figure que Kotkaniemi. » Tu peux répondre, puis après ça, enchaîner sur Hudon. Oui. Puis il faudrait que Charles fasse beaucoup meilleur que Kotkaniemi parce que Charles n'a plus de marge de manœuvre. Charles est à la croisée des chemins. C'est un gars qui se prétend et de bon droit un joueur de la Ligue nationale, mais qui n'a pas offert depuis trop longtemps des performances de Ligue nationale. Et contrairement à Kotkaniemi, Charles, il doit produire. Tu peux plus te contenter, si tu es le Canadien de Montréal, de Charles Hudon. Ah, il a eu des chances. Ah, il patine. Non. Il faut que tu aies de la production. Puis, je sais pas si tu m'as déjà parlé, là. Si oui, je vais répéter. Puis sinon, peut-être que tu vas être surpris. Mais les Blues de Saint-Louis, là, je te l'annonce, il y avait le choix entre Jacob Delarose et Charles Hudon. Ils ont pris Jacob Delarose. Pour Fabry? Ouais. Ça, c'est chiant. Honnêtement, Fabry, on en aurait eu besoin. Oui, non, c'est correct. Mais moi, je parle pas de Fabry. Moi, je parle de Delarose et de Hudon. Ouais. C'est tout l'amour que j'ai toujours eu pour Jacob Delarose, le plus gros gaspillage de l'histoire du hockey. Si j'avais sa chaise et son coup de patin, je serais en prison. C'est pas compliqué. Alors... T'as-tu des noms à donner? alors, si les Blues de Saint-Louis ont décidé de prendre une chance sur Jacob Delarose, qui après 3 matchs a été scratché, by the way, ça te montre que la valeur de Charles a beaucoup baissé autour de la Ligue nationale, et c'est justement parce qu'il n'a pas produit en haut. Et malheureusement, et j'espère me tromper, là, j'espère que je suis dans le champ, là, mais pas rien que dans le champ gauche. Dans le champ gauche, puis dans le champ droit, puis dans le champ centre en même temps. Mais j'ai l'impression que les équipes de la Ligue nationale ont maintenant identifié Charles Hudon comme un joueur de Ligue américaine. Et ça veut dire qu'ils ne prendront plus de chance sur lui pour leur club de la Ligue nationale. Ce que les Blues ont fait en disant « Fabry, il ne se passera plus rien avec lui ici. On va prendre une chance avec Jacob Delarose au lieu de prendre une chance avec Charles Hudon. » Écoute, puis là, je veux te parler de Babcock après, mais il faut quand même... Moi, je ne savais pas ça, Delarose. Je ne sais pas si tu le savais, toi, Luc? Pas du tout. Delarose, Hudon... À part qu'il évolue pas à la même position aussi, là. Oui, mais c'est parce que, tu sais, il regorge de centre à Saint-Louis, fait que c'était automatique, selon moi, que Delarose allait jouer à l'aile si on l'utilisait, mais... Tu sais, il y a un format, puis c'est un format dans le style des Blues de Saint-Louis. Il y a ça aussi, je pense qu'il faut prendre en considération. Tu sais, je pense pas... mais ça valait pas la peine, mettons, de dire on va te donner un 4, mettons, puis Hudon pour... Qu'est-ce que tu peux me raconter sur ça? Il va falloir que je creuse un peu plus. Je ne sais pas si le Canadien aurait pu mousser son offre pour avoir Fabry ou si, à ce niveau-là, les Blues étaient vraiment intéressés à Delarose à ce moment-là. Puis en plus, avec Samuel Blais qui est tombé au combat, tu l'as dit, Delarose a une stature qui est supérieure à celle de Charles, et peut-être que c'est ce qui a prévalu dans la décision là-bas. Mais je te garantis que je vais faire des vérifications pour pouvoir te revenir là-dessus. Parce que Robbie Fabry, que ce soit David Perron dans nos conversations à l'extérieur des zones, Doug Armstrong ou même coach... Ils n'ont rien de méchant à dire sur Fabry. C'est vraiment le gars a besoin de changer d'air. Puis on croit encore en Robbie Fabry. C'est pas comme Delarose, mettons. Non, mais regarde, ils doivent plus y croire bien s'ils ont pris Delarose juste pour lui. Oui, mais c'était comme une promesse. Si tu peux pas percer le top 9, on va te faire la fleur de t'envoyer. Non, ça, je suis bien d'accord, Martin, mais je veux dire, ils peuvent pas prendre la chance de le voir se hisser au sein d'un top 6 à quelque part et de se mettre à être le joueur de hockey qu'on attend depuis trop longtemps. Ouais. Alors, tu sais, s'ils ont décidé que Jacob Delarose était une compensation suffisante, c'est pas des caves. Fait que, tu sais, les chances qu'ils débloquent,
ou que le Canadien donne un peu plus pour l'avoir, les chances qu'il se ramasse, mettons, sur le deuxième trio ou le premier pour remplacer Drouin ou Barron, et c'est un peu mince. Ça serait peut-être mieux que le Conan, pareil, mais c'est un peu mince. OK. On parle-tu de Mike Babcock? On on parle-tu de Mike Babcock versus Mike Commodore? Bien, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi, j'ai toujours aimé Mike Commodore. Pas comme joueur de hockey, vraiment. Là, il était pas lent, il était très lent. Mais c'est un gars qui parlait de façon intelligente dans le vestiaire. Et c'est un gars qui disait ce qu'il avait à dire. Clairement, il est arrivé quelque chose à Anaheim entre Babcock et Commodore quand ils étaient là tous les deux. Parce que là, ça dépasse les commentaires, ça devient de la haine presque viscérale. Attends, je peux-tu pas te corriger, mais en rajouter, c'est parce qu'il est retourné à Détroit après sa Coupe Stanley. Et Babcock l'a gardé dans les estrades. Il l'a joué seulement 17 matchs. Et en février, il l'a soigné pour absolument rien. Considération future. Je m'en souvenais pas de Détroit, t'as raison. Ouais, joué 17 matchs. Des deux gars. Ben, sais-tu qu'est-ce qui arrive à un joueur qui joue pas, qui a gagné la Coupe Stanley, puis qui a un Babcock? Tu sais comment Babcock peut être. Là, tu sais, lui, quand il parle, le bon Dieu peut aller se coucher. Là. Comment ça peut faire suer le vétéran qui est dans les estrades? Et d'après moi, ça vient de là. Ben, écoute, non, t'as entièrement raison de le souligner. Ça m'avait échappé. Je me souvenais pas de Détroit. Mais Babcock a fait la même affaire à Jason Spezza au premier match à Toronto. Tu sais, Babcock, tu l'as dit, il y a lui, il y a le bon Dieu, puis le bon Dieu est loin en arrière, puis il y a le reste de toutes nous autres. Tu sais. Alors, quand il y avait Lou Lamoriello avec lui, c'était deux gars pareils. Le bon Dieu, là, il était loin en bas d'eux autres. Fait qu'il se regardait et il disait, nous autres, on est le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble. On va se partager notre job, on va cohabiter ensemble. Et ils ont développé une complicité que Babcock a même appelé un grand lien d'amitié dans son commentaire qu'il a donné à notre ami et collègue Pierre Lebrun hier. Quand Lamoriello est parti, puis que Dubas, un blanc-bec, spécialiste des statistiques avancées, qui est probablement jamais saigné du nez d'un coin de patinoire de sa vie, a commencé à dire à Babcock, vois-tu, ça va aller de même, ça va aller de même. Ben l'autre, là, il a dit quoi? Il a dit, hey, petit gars, ton trou, moi je coach, occupe toutes tes affaires, jeune homme, puis laisse-moi tranquille. Alors, à partir de ce jour-là, la question n'était pas de savoir est-ce que Babcock sera congédié. La question était quand. Ça serait arrivé, selon mes informations, l'été passé, si Shanahan n'avait pas dit à Babcock non. On continue, et c'est pas une question d'argent, là, les Leafs en ont à donner de l'argent. On continue avec, ça reste un bon coach. Oui, il est détestable. Oui, c'est my way or the highway, puis tout ça, mais il a quand même fait de bonnes choses à Toronto. C'est quand même celui qui a la meilleure réputation dans la Ligue nationale, à tort ou à raison. Là. Je suis pas en train de dire que c'est le meilleur coach de la Ligue, mais il a une très grande réputation. Il a une plus grande encore estime de lui-même. Alors, ils l'ont gardé. Et il est arrivé ce qui est arrivé hier. Et c'est ça qui est le problème. Tant qu'à prendre cette décision-là, donne les clubs à Sheldon Keefe aucun entraînement pour qu'il puisse procéder au changement. Sheldon Keefe arrive dans une séquence de matchs sur la route. Ils arrivent, ils viennent d'en perdre 5 de suite. Ils sont sur la route quasiment jusqu'à Noël. Ça n'a aucun bon sens. Comment il va faire pour relancer le club? La seule chance qu'il peut avoir, et moi je pense que c'est ce qui a motivé les Maple Leafs, c'est qu'ils se sont rendus compte, et si tu as regardé le match contre Pittsburgh samedi, tu l'as vu toi aussi, les joueurs avaient tiré à plug sur Babcock. C'était fini. Mais ils ont bien joué à Vegas. Ils ont bien joué à Vegas, je suis d'accord, mais le message il a été passé contre Pittsburgh. Sans Crosby, ce match-là, les Maple Leafs devaient le faire. Ils ne sont pas présentés. Alors, ça a résonné fort dans la décision de Dubas. Si Fleury ne fait pas l'arrêt miraculeux qu'il a fait, Toronto gagne, peut-être que ça retarde l'échéance, mais ça allait arriver à un moment donné. La seule chose, j'aime pas le timing, parce que ça ne permet pas à Keefe de profiter d'un départ intéressant. Comme Tatar hier, quand il est parti contre Kachuk. Il part en retard. Un peu. Mais Keefe, pour les gens qui ne savent pas, là, c'est le body à Dubas qui était ensemble junior. C'est ça. Il l'a amené dans la Ligue américaine de hockey. Dubas s'occupait du club de la Ligue américaine. Ils ont gagné. Il a perdu en finale de conférence l'an passé. Il est allé en deuxième, troisième ronde, puis en finale, puis il a gagné en finale à toutes les années qu'il était avec les Marlies. C'est pas rien, ça. Là. Non. Fait que c'est son body. C'est un gars de 39 ans. Fait que lui, envoyer un email, puis Instagram connaît ça. Mike Babcock, d'après moi, c'est un peu plus forcé. C'était le pigeon voyageur. C'était le pigeon voyageur. Et
Je pense que Dubas a laissé la corde à Babcock de montrer à Shanahan qu'il était capable de se prendre avec. Puis Shanahan avait l'air, dans son point de presse, il n'a pas été hésitant pantoute. Il a dit « Ça fait 2 semaines qu'on en parle, que c'est des réflexions, puis ça fait 48 heures qu'on a pris notre décision. » Ben, tu vois, je suis le point de presse de Dubas en même temps. Là, je suis sur Twitter. Puis OK, Dubas parle en ce moment. Il y en a un en ce moment. Puis, en tout cas, semble-t-il que ce qui a fait accélérer le processus, selon Dubas, c'est la défaite à Philadelphie. J'ai de la misère à me situer dans le temps. Là. Je pense que c'est avant... c'est avant Pittsburgh. Avant Pittsburgh. Ouais. Puis, il aurait déclaré que Dubas est déçu de lui-même de ne pas avoir été capable... comment je pourrais dire ça? De fournir les outils adéquats. Ouais, ou tu sais, de s'entendre avec son entraîneur au niveau de la philosophie. Je pense que c'est un peu ça, comment je peux le traduire, là, ce que je peux lire présentement sur Twitter, mais bref... entre les lignes, moi, ce que je lis, c'est que je suis déçu de ne pas avoir réussi à convaincre Shanahan de le sacrer dehors l'été passé. Ça se peut aussi. Ben, t'as raison, t'as raison. Ouais. La game des Flyers, les gars, c'est le samedi précédent la défaite de Pittsburgh. By the way, c'est ça. C'était à Toronto, si je me souviens bien. À Toronto, une défaite de 3-2 en tir de barrage. Fait qu'il dit que c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Puis, tu sais, ses joueurs vedettes ne fonctionnent pas présentement. Fait que ça aide pas non plus. Mais, tu sais, moi, je veux juste revenir sur Commodore parce que c'est ça qui me fait sourire hier. Lui, il en avait beaucoup sur le cœur. Et là, les gens, ce matin, disaient « Voyons donc, ça se fait pas. » Toi qui es dans les médias, François, est-ce que Mike Commodore, tu l'as dit, qui est un gars réfléchi, puis c'est vrai, c'est pas un fou. Est-ce que ça avait sa place ou tu penses qu'il a exagéré? Moi, j'ai une loi que j'essaye de respecter, que quand un gars a un genou à terre, tu frappes pas dessus. Mais même il peut avoir tellement d'animosité qui oppose les deux gars. Puis ça, je le sais pas, là. Je les connais pas personnellement, un et l'autre, qu'il a vu l'occasion. Moi, le tweet ou le gazouillis que j'ai vraiment gardé en mémoire, c'est celui où il disait à Babcock, tes joueurs avaient arrêté de jouer pour toi, je le sais, ils le savent et tu le sais toi aussi. Et quand ça vient d'un joueur, parce que des fois, ils nous disent, ben non, c'est pas vrai. On fait pas ça, nous autres, arrêter de jouer pour un coach. Hey. C'est aussi vrai que vous faites ça que Noël tombe le 25 décembre. Là. Écoute, on l'a tous vu. Ils veulent pas l'admettre. Alors, hier, quand Commodore a dit ça, j'ai dit, bon, il l'a vu lui aussi, il n'y a pas rien que moi qui l'a vu. Et il le mentionne. Alors, c'est ce à quoi j'ai donné du poids. Bon, quand il dit que Babcock a l'ego plus gros que nature, j'espère qu'il ne pense pas nous apprendre quelque chose. Puis il y a même quelqu'un qui m'a écrit sur le gazouillis, Commodore, étais-tu jaloux de l'ego de Babcock parce qu'il était plus gros que sa crinière? Parce que lui-ci, il avait une méchante coupe afro à un moment donné. J'ai trouvé ça drôle, parce que ça peut être aussi banal qu'une animosité entre les deux, ou le fait de l'avoir laissé sur le banc d'un estrade à Détroit après sa Coupe Stanley. Ça fait plus mal aussi. Mais est-ce qu'il a exagéré? Il en a peut-être mis un peu trop épais à beurrer, mais à la base, il nous a donné des éléments d'information qui étaient importants pour la compréhension globale de l'événement d'hier. En tout cas, si nos amis anglais cherchent quelque chose pour remplacer Coach Corner, il pourrait avoir Corners avec Babcock dans un puis Commodore dans l'autre. On pourrait avoir du fun. Mais là, on va te dire une affaire. Il faudrait que Ron McLean se mette un casque sur la tête parce que je pense que ça... Puis peut-être une visière aussi parce que les points pourraient voler bas. Tellement. Écoute, je vais donner le crédit à notre collègue Maxime dans la salle des nouvelles hier qui disait on pourrait avoir un segment bon cop, bad cop. Hey, Max Morin, là, qui travaille sur 360. C'est pas Max Morin. C'est Max Desroches. Je ne l'avais pas vu. Hey, ça donne la première étoile à ça. C'est très bon. Sont-tu drôles? Y a-tu mis ça sur Twitter? Aucune idée. Faut que j'aille retweeter ça. C'est drôle en tabarnouche. Moi, je me trouvais bon hier en disant ça va apprendre à Babcock de ne pas inviter Fleury à Hockey Canada. Puis j'ai mis la photo de Fleury qui arrête Lidstrom en Coupe Stanley. Puis j'ai mis l'arrêt de Fleury contre Pétan à Vegas. Puis j'ai mis les deux photos par-dessus l'autre. La prochaine fois, tu l'inviteras à Hockey Canada. Oh, wow. Non, bon cop Babcock. Ça, c'est très, très, très bon. Très, très bon. Hey, j'aurais même pu te parler de Fleury avec sa mise en échec. Il a encore été bon hier, mais regarde, on se gardera ça pour une autre fois. Ben écoute, sa mise en échec, on le gardera, là, mais lui, il joue bien en Christie. Là. Oh, ouais, il a échappé. Lui, c'est l'ancrage du troisième duo, les autres tournent autour. Sa mise en échec hier, là, c'était pas une grosse mise en échec. Il a bien joué l'homme. C'est la chute de Nemesnikov dans la bande qui l'a blessé. Mais mon Dieu, que ce gars-là,
joue avec de l'aisance, de la confiance, et je dirais même jusqu'à dire de la prestance, même si ça ne s'applique pas, c'est un bien mauvais choix de mots, mais pour faire la séquence, là, OK. il est impressionnant. Je vais te laisser avec quelque chose à penser. J'espère. OK. T'aimerais-tu ça que le Canadien ait une sapristi de bonne, jeune, troisième paire de défense, genre la meilleure? Ben là, ça va être dur d'avoir la meilleure parce que pour moi, c'est Seth Jones puis Werenski, là, mais... Écoute-moi, là, je parle de la troisième paire. OK. Jolson, l'an passé, il était-tu bon pour une recrue ou il était très bon en début de saison avant qu'il se fasse planter d'en face avec une rondelle? Il était plus que bon, pas encore très bon. J'ai trouvé très bon l'an passé. Il était rock solid, selon moi, faisait bien paraître, entre autres Mike Riley. Là, il va bien à Laval. Il peut pas jouer à gauche. Parce qu'il serait bon. Écoute, je ne sais pas s'il peut jouer à gauche ou pas. Jolson Fleury. Non, Jolson, c'est un gaucher. Non, il est droitier. Il est droitier. OK, Ouais. ben il y en a un à Laval qui est gaucher qui joue à droite. Il y a un droitier qui joue à gauche, il y a Brooke. Ben, Oui. Non, mais il joue pas à gauche. Il n'a pas joué à gauche depuis le début de l'année. là. Peut-être un match, là, mais en OK. remplacement. Là, mais c'était. Moi, je vais juste te dire ça. Imagine une paire Jolson Fleury. Des fois, c'est Ouellette qui est gaucher puis qui joue à droite, là, des fois. Là, mais... OK. Jolson Fleury. Très beau. Beau rêve. C'est juste te dire ça. Bon, ben écoute. On va le transformer en gaucher. Comme ils disent en anglais. Ouais. Je vais aller réfléchir à ça, mais je pense que je vais prendre un petit repas pareil. Je me nourrirai pas juste avec ça parce que je vais avoir faim à 3 heures. Ben oui, retiens pas ton souffle, là, tu pourrais. Attention à toi, Frank. On te lit sur rds.ca, entre autres, ton Power Ranking. C'est parfait, ça. Merci. Yes, Salut, sir. François. Bye. OK, bye. Hey, on est resté sur Facebook plus longtemps. Beaucoup de commentaires, évidemment, à gauche, à droite par rapport à Babcock. Là, on va avoir un check-up. Oui. Puis, tu sais, souvent, les gens nous demandent pendant les entrevues de traduire. On va le faire là, en plus pendant l'entrevue. Traduire donc les gens sur Facebook. Venez-vous-en sur rds.ca. Le directeur gérant des Coyotes, une des équipes les plus hautes de la Ligue nationale de hockey en ce moment, va venir nous rejoindre. Puis vous allez pouvoir entendre ça sur rds.ca. Donc sur Facebook, raccrochez. Je vous donne 20 secondes. Venez faire le switch à rds.ca. Raccroche. Non, toi, raccroche. Steve Blais, bonne game de Fleury quand même, effectivement. Ouais, Alex Vaillancourt disait que Kotkaniemi, c'est un joueur qui a besoin de marqueurs avec lui, puis présentement, il n'y en a pas. C'est ce qui fait la différence. Il n'y en a pas juste pas avec lui, il n'y en a juste pas. Oui, effectivement. Mais il aime beaucoup mieux le ceiling de AKK de celui de Kachuk. C'est son commentaire. Le Clubsman, je m'excuse, je me souviens jamais de ce prénom. Il dit le brio de Fleury, les joyaux. Pourtant, il écrit tellement Oui, souvent. je sais. Les joyaux Romanov, Norlinder vont permettre à Bergevin de se servir des autres jeunes défenseurs comme monnaie d'échange. Jolson, Brook et peut-être Strubble. Visiblement, le Clubsman suit les espoirs du Canadien. Puis il a raison, là, Norlinder, ça a l'air que j'ai vu les articles passer. Oui, puis il y a pas mal de buts spectaculaires depuis le début de l'année. Buts souvent que vous pouvez voir sur rds.ca. Martin. C'est pas mal ça. Je pense qu'on peut passer à l'entrevue. Évidemment, je ne l'ai pas mentionné à François parce que c'est pas mon genre. J'ai besoin que quelqu'un Merci. m'écrive sur rds.ca. J'arrive de Facebook, je suis prêt. OK, parfait. Ah oui, là, tu as donné 20 secondes, ça fait plus longtemps que ça, par exemple. Quand quelqu'un va m'écrire, j'arrive de Facebook, je suis prêt. Tu sais, tu me connais, c'est vraiment pas mon genre, vraiment pas, puis je ne l'ai pas le mentionné à François, puis je sais que tu n'as pas parlé des Sabres de Buffalo, puis de Kruger, puis nanana. Mais dans mon gars de Sical, j'ai réussi Babcock. Oh oui, c'est vrai. Mais tu n'avais pas parlé avant les séries, T'avais pas dit J'ai dit avant la fin de la saison. OK, c'est bon. Ben, bravo. Merci. C'est avant la fin de la C'est saison, gentil. c'est avant Noël même. Ben oui, puis il y a quelqu'un qui me demandait tantôt est-ce que je l'avais prédit avant Noël, puis j'ai dit que je m'en rappelais pas. Mais si tu écris sa feuille, Non, j'ai dit avant la fin de la saison. sa feuille, c'est avant la fin de la saison. Ouais. Mais je me souviens pas si c'était avant Noël, après le 23 décembre, avant le 12 janvier, ça, je m'en rappelle pas, par exemple. OK. Mais ouais, c'est quand même gutsy, ça. C'est très Gauthier, Parce bravo. que contrat, pour vrai, tout Absolument, ça. Là. il Je me souviens plus des tiens. On se demandait c'était quoi le tien hier. Oh, avec mais Tim. J'en ai beaucoup. Oui, ça, je le sais. Mais hier, J'avais tu en as mentionné un, puis on s'en souvenait pas. Moi, Thatcher j'étais Temco va sortir Mike Strom. Ouais, OK. Ouais, OK. Non, Excuse-moi, mais- pardon. Là. OK. Oui, mais... OK. Mais encore... Le Canadien va faire série. OK. Ouais, c'est gutsy, ça, quand même. Oh, ouais. Je m'en souviens pas, mais Non, tu dois en avoir écrit une coupe sur la feuille. Là. Moi, j'ai pas écrit les tiens, parce que... T'as pas écrit les miens? Non, je m'en rappelais plus. Il Oh, va falloir ben. que j'aille écouter les anciens épisodes. Écoute, il n'y a personne encore qui a écrit J'arrive de Facebook. Salut les gars. Non, mais nos fans de On Jase, les vrais, là, sont toujours sur rds.ca. Mais oui, on attend-tu un? On attend au moins un, quand même. Oh, j'arrive! All right! J'aime Je ça. dirais pas son nom, hein, mais j'aimerais pas ça appeler quelqu'un un auditeur jambon. OK, c'est ça. C'est écrit jambon tremblé. OK. OK. Bon. Écris-nous notre prénom. J'aimerais pas ça appeler mes auditeurs jambon.
Qu'est-ce qu'il y a? Non, je viens de lire. Après le show hier, je me suis assis et j'ai eu un entretien avec John Jacob. Vous allez comprendre que l'entrevue a été enregistrée hier, je ne vous mens pas. Et ça va me permettre d'arrêter l'enregistrement et de vous traduire les questions que j'ai pu poser à John Jacob. Vraiment, je l'ai félicité pour son nouveau contrat, mais je lui ai surtout demandé comment ça va. Vous savez, ils ont un propriétaire hispanique, un gars qui n'est pas pantoute du hockey. Il a vraiment acheté ça comme business. Fait que j'ai demandé comment ça allait avec son nouveau propriétaire. On l'écoute. Yeah, like I said, I think, it's more for him about the process and building up a good business. And, it more speaks to the confidence, like I said, not only our, management and front office, but, just the job the coaching staff's done, the development of some of the players. Like I said, down our minor league system and our pipeline has been really strong of late. So, yeah, I think he came in and did kind of an audit of everything and looked at everything. And, for him, a lot of his businesses he's had success with, he's had stability. So, it's something we talked about early on. And, as he went through things, it's something that was important to him. So, like I said, for me, it's, grateful for the opportunity and continued on to do things here. And it's been real positive. You know what they say, huh? Show me good goaltending, I'll show you a good coach or a good GM. Yeah. Well, we got two of them. So, I'll show you two, I guess. Yes, and you went after those guys. Darcy Kemper is a goaltender I follow since his junior years. Is it the same because, he's giving you so much good services? Is this somebody you were following since a long time ago, and when he was available in LA, you went after him, or it was more scouting things? Yeah, it was, a combination of everything. Obviously, you track goalies, especially coming in as a new manager. We had Mike Smith, who's a good goalie, but was on the wrong side of the aging curve for us. So, we're looking for opportunities to, have a goalie that can grow with our young group here. And, we were able to acquire Antti Ranta, and Antti came in and did a real nice job for us. He had some injuries, but performed extremely well. It just felt like, for us to take the next step as a team, we probably needed another goalie that could help carry the load, and just felt like with the way things were trending, having two good goalies was what we were looking for. So, at that time, just took a look at all the available alternatives and analyzed everything. And really Darcy stood out statistically, and we had some scouts that had some passion for him as well, and we were able to get him. And like I've said many times now, he came in and he was okay to start. New system, new coach, new environment, and just ever since about midway through last year, he's really taken off and developed extremely well. So it's been positive. I have a question. Like, when I have Ken Allen on air, I'm always asking about the new era. Are you watching advanced stats? What the analytics have to do with your decision? And they all have different answer. But from a guy who come from the analytics, how do you work with all those trades you did? Are you on the analytics like 85% of the time? Which part do you still use? The old scout, the old man in the arena who was scout like 300 games a year? Yeah, we use subjective scouting all the time. We have a lot of scouts, probably above average even in terms of the league, in terms of just head count. So certainly, I think what we've done is we've really tried to focus in on creating a scouting process. And as part of that process, you're going to have subjective and objective information. And there's all different types of ways to analyze players and look at them from all different angles, and really just try to create that holistic view, and realize that there's no one method of evaluation that's right on its own. I think there's certain gaps, and there's certain pros and cons to any type of evaluation. So including objective statistical information. There's certainly not all the information there to make the best possible decisions. So at the end of the day, when we're making big moves and they're involving multi-million-dollar decisions, my job as a manager and my fiduciary duty to our owner is just to make the most informed decision and make the most rational decision at that point in time. In order to do that, we, like I said, we'll take any type of information that's possible and apply it to try to make the best possible decision. So yeah, I mean, we use a lot of analytics. Like I said, we've got a lot of scouts. We got a lot of different methods that we go about trying to evaluate players. And at the end of the day, we're a competitive industry, so you're trying to find an edge in any way you can. And that comes in a lot of different forms. And if you can get it, it's extremely valuable for your organization. So that's kind of how we approach it, and that's what we're after.
Très intéressant, les réponses de John Chayka par rapport à son nouveau contrat et son nouveau propriétaire. Il dit ça va bien. C'est certain que pour lui, c'est une business. Et il a eu du succès dans toutes les entreprises qu'il a eues. Et le secret pour ça, il s'en est jamais caché, c'est d'être bien entouré. Donc, non seulement il nous fait confiance, mais on arrive avec un plan et le plan est expliqué, il est au courant de les décisions. J'ai dit, je dis, montre-moi un bon gardien, je vais te montrer un bon coach, un bon GM. Il dit, t'as raison, mais on est allé les chercher, ces deux-là. Pour nous autres, Mike Smith était de l'autre côté de la montagne, commençait à vieillir, donc on avait besoin d'être plus jeune. On est allé chercher un T. Renta qui nous a fait passer à un autre niveau, mais il a été blessé, donc on a besoin d'un deuxième gardien. Camper, quand il est arrivé, était correct, mais va très bien depuis le janvier l'an passé. Dans le cas de Darcy Camper. Là, t'es content. Là. Les auditeurs, ils font remarquer. Tu as parlé de Darcy Camper. Ouais. T'es content? Tu sais, t'as vu, j'ai dit, je le connais depuis junior. Toi? Je dis, en stats avancés, c'est drôle parce qu'à toute fois je parle avec un GM, je dis, toi, les stats avancés, tu utilises ça? Puis il dit ça, ben, toi, t'es gars de stats avancés. Ouais. Tu utilises-tu du scouting ou c'est oui, mais on utilise tout. Il dit, pour le nombre de scouts, présentement, on est à peu près dans la moyenne de la Ligue nationale de hockey en termes de tête de scout. Il y a toujours une marge d'erreur dans peu importe la sorte d'évaluation, incluant les statistiques avancées. On prend des décisions quand même de millions de dollars. On essaie d'être rationnel là-dedans. Mais on prend beaucoup d'analytiques. On prend beaucoup les scouts également. Et on essaie, c'est sûr, d'avoir un edge là-dedans. Là, j'aurais aimé ça et poser plein de questions par rapport aux analytiques. Je m'en suis tenu à une seule autre qui était penses-tu que tu es encore en avance, vu que tu arrives des analytiques, penses-tu encore que tu es en avance sur les autres au niveau des stats avancés ou ils t'ont rejoint? Yeah, I mean, it's a good question. I don't really, know the answer for sure. I'd say, data is a commodity. I don't think that there's really a long-term sustainable advantage in terms of just, access to data. I think more so we focus on, again, how do we go about making the best possible decision using all the inputs available to us, and data is one form of that. I think we also look at how we implement the information, whether it is, dealing with scouts and educating them and, educating them on how to use information to better, become better scouts, or how do we help our development staff or staff down in Tucson or our coaching staff here at the NHL level to best implement, best practices using advanced information. So, I think as we move forward, we're in the information age. There's always going to be new ways to analyze things and new data sets that become available. But ultimately, I think, that'll probably be available to everyone. I think probably, our focus is more so on again, how do we implement and how do we, best leverage that information to make the best decisions, and whether it's coaching, development, scouting, or all of the above. That's what we try to do here. So interesting. For sure here in Montreal, the trade, Domi Galchenyuk, we look at that trade, and you were able to, after trying Galchenyuk in the middle or on the wing, you were able to transform Galchenyuk into Phil Kessel. Yeah, Alex came here and did a nice job. He had a few injuries along the way, but for the most part, when he was healthy, he performed extremely well. Brought what we were hoping, which was some goal scoring, but as a manager, you're always looking to, find the right fit and improve your team. And I think, for us, just with Phil's background and resume, with where our team was at in terms of looking to just have someone that could come in and be a bona fide scorer, established scorer in the league. Phil was a great opportunity for us. Had a history with our coach, and ultimately got to give to get in this league, and felt like it was a fair ask and one that we had to execute on. So, we're able to bring in Phil, and Phil's brought a real attitude and mindset of an elite offensive creative player that I think's really worn off on the Nick Schmaltzes and the Clayton Kellers, and he's helping in a lot more ways than just on the ice even. So, yeah, it's been good, and happy to have Phil. In the Kessel trade, we were talking about scouting, analytics, but you said it, Tuckett, no Phil Kessel. How much input do you get from your coach, and how much, as a young GM, you listen to your coach? You know all those coaches. They all want the best player in the NHL. So, how much do you, from the input from Tuckett, you took in that trade? Yeah, you know what? I think Tuck and I have a good partnership here. We talk about everything, and at the end of the day, we respect that. Tuck's got a coach, and I got to manage, and they're two separate skill sets, and they're two different viewpoints of running a team. So, every decision we make, or certainly I make, we talk about, and
we have discussions, and I respect the job he does as a coach. I think he does a phenomenal job. I think the respect is mutual. So, yeah, I mean, but like you said, you can look at things from all different angles and collect as much information as you want. There's no real substitute for that kind of ground intel when you've got a relationship with someone. So, yeah, we knew eyes wide open what we're getting with Phil, the good, the bad, and that's always good when you have an opportunity to make an acquisition like that. Toujours en conversation avec le directeur gérant John Cheka. On lui a parlé, bien sûr, j'ai parlé des statistiques avancées. Je m'allais voir s'il se trouvait encore en avance ou il avait été... je vais être honnête avec vous, là, c'est une entrevue planifiée avec les Coyotes où on nous donne un laps de temps. Fait que des fois, ils m'ouvrent des portes. J'aimerais tellement ça sauter dedans, mais j'ai des sujets que je veux toucher. Fait que c'est un petit peu plus général que spécifique que ce qu'on fait d'habitude à Rongeance. J'aurais aimé ça sauter dans la porte quand il dit c'est une bonne question. Tout le monde a accès aux mêmes data. Exact. Fait que c'est difficile de surprendre, etc. Mais nous, on s'en sert beaucoup. On essaie d'aider nos recruteurs à utiliser ces statistiques-là pour améliorer. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis là, la porte que je voulais prendre, puis je t'en ai parlé hier après l'entrevue parce que j'étais fâché. J'aurais aimé essayer de demander voir si lui prenait du input des scouts pour s'améliorer lui-même, parce qu'à le jeune âge, c'est pas vrai qu'il connaît tout. La réponse aurait été probablement oui. Oui, c'est ça. Ouais. Mais quand il a fallu que je m'en tienne au script, comment il dit présentement l'avantage qu'on essaie d'avoir, que ce soit sur les analytiques ou sur le développement des joueurs, c'est comment on traite l'information. Et c'est là qu'on en est présentement. La transaction Galchenyuk-Domi, encore là, j'aurais sauté sur Domi. Es-tu surpris de voir comment Domi produit, mais vu que j'ai commencé par lui parler de son joueur à lui. Oui. Tu as réussi à transformer dans la transaction Galchenyuk Kessel. Fait qu'il n'a pas planté Kessel. Il a dit c'est ce que ça prenait pour avoir Kessel. Kessel, c'est un marqueur de but. 3 buts seulement. Oui, c'est à Copaireux. Et il a ajusté parce qu'il a juste 3 buts. Il ne fait pas juste aider sur la patinoire. Il nous aide beaucoup à l'extérieur. Thank God. 3 buts en 22 matchs. Oui, là, il a la réponse. Il a dit Tuckett avait eu son input pour la transaction. Fait que j'ai sauté là-dessus. Tous les coachs veulent avoir les meilleurs joueurs. À quel point, comme GM, puis tu es un jeune GM, tu prends l'information de ton coach versus dire. Il dit non, j'ai pris l'information, mais c'est deux skills différents, c'est deux talents différents de coacher et de manager. On n'a pas les mêmes objectifs. Mais le tout est fait de le respect avec Rick Tuckett. Ouais, j'ai retenu le mot partnership, évidemment, avec. Il a l'air d'avoir une bonne relation, puis évidemment, quand tu gagnes, ça aide aussi. C'est sûr. Dans la fin de l'entrevue, je vais y reparler de Tuckett, mais pour tout de suite, j'y parle de. Il a fait beaucoup de gestes, beaucoup de transactions, beaucoup de joueurs autonomes. Il a pris du cap salarial. Il a re-signé des joueurs. J'ai même parmi tous les gestes qu'il a fait comme directeur gérant, lequel pour lui là, ressort du lot s'il y avait à en mentionner un. Tu vas être surpris de la réponse. Okay. I think it's kind of this mosaic of moves that any team, leads to turning the corner and having success, and we're certainly early on in that. So, we're still working our way through that process. But, I think the one guy that, has really been instrumental in terms of just, culture and bringing an attitude and an identity to our group has been Nicky Armelson. Everyone knows his background as a Stanley Cup champion and, the role he plays. I think just he's, for my money, the best defensive defenseman in the league. And you don't just get that by having a skill set. I think he's a guy that again, mindset-wise, is as good as there is. And whether it's a practice in the gym, the games are only 82 games a year, and they last 2.5, 3 hours. And what Nick does the rest of that time to be a pro, I think it rubs off on all of our guys, and our young guys see that, and they have a lot of respect for him. And that move allowed us to just kind of take that next step as an organization in terms of understanding the approach it takes to be a champion, and Nick brings that. Love the answer. I had Guy Bouchon there the other day, and we were talking about Hjalmarsson and the difference it was making on your team. I guess you can't wait to have him back in the lineup. Yeah. You know what? He's a big loss, and like I said, as much on the ice as off the ice because he's that good of a person. But at the same time, it's opportunity for guys, and we got Jacob Chychrun who stepped up and taken a lot of minutes for him, and doing a great job. So he's he's a different player. He is solid defensively as well, but obviously has more offensive upside, and we're seeing that with him right now. So anytime there's injuries, it's opportunity for guys in the NHL, and that's what we've kind of approached it.
Quick last two before I let you go. I always felt like you were thinking outside the box by your decision on the trade, on the signing, but on the draft too. Example, Clayton Keller was listed, I guess, a little bit later, when you have good words for him. And a couple of years ago, you went after Barrett Hayton after Montreal draft the first center who was available in Kotkaniemi. And even if Hayton was far listed on the draft list, you went forward for that. Were you drafting a position player at the time, or you had him that high? No, we were drafting, best player available. I think what people miss on that is that, that entails your ability to impact the game, and positionally where you play, the type and style of game you play, it changes your ability to make an impact on the game. So, yeah, I mean, I think, we all know that you build strong teams, and it doesn't really matter what sport it is, through the middle of the ice. And, Barrett's not only a skilled player, he's smart, he's competitive, and, he's got the ability to play up the middle of the ice. So, as we were going through, all the alternatives and looking at how we're going to build out a team, we view the draft as an opportunity to not only get talent, but to get talent that we would otherwise not be able to acquire. And the ability to get a guy that's high character, high skill, able to be productive, able to play 200 feet, play through the middle of the ice. We just felt like that package, isn't available in the trade market. And so we have to draft it, and that was our opportunity to get that player. Intéressant ce qu'il dit au sujet de la sélection de Barrett Hayton. Je vais revenir, juste répondre à sa première réponse quand j'ai demandé c'était quoi le move qui était le plus fier, puis il en a fait quelques-uns, là, que ce soit avec Chicago pour Schmaltz, pour Strome, la signature d'Oliver Ekman-Larsson. Il est allé avec Nicky Hjalmarsson en disant, lui, il a changé la culture, venait d'une équipe qui a gagné la Coupe Stanley. C'est certainement le meilleur défenseur défensif de la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'avec ses stats avancées, il doit s'appuyer là-dessus pour voir ce qu'il dit. Il nous manque présentement, mais Jacob Chychrun a pris les bouchées doubles. Et quand j'ai dit, des fois, tu sais, le Canadien a pris Kotkaniemi, puis là, tout de suite, tu as sorti Barrett Hayton qui était beaucoup plus loin. Et je sais que tu penses outside the box. T'as-tu reaché pour une position où c'était vraiment le meilleur joueur disponible? Bien sûr, c'est défendu en disant que c'est le meilleur joueur disponible. Évidemment. Mais tu vois, c'est pas la première fois qu'il va répondre dans l'entrevue. Il va leur dire tantôt. Il va avec, en première ronde, il va dire tantôt, mais je te dis tout de suite, là, parce qu'il l'a dit là, le joueur qui va avoir le plus d'impact sur une game. C'est ça qu'il veut prendre dans une première game. Et c'est ce qu'il va chercher, il pense, dans Barrett Hayton, un gars qui joue sur 200 pieds. Et des gars comme ça n'étaient pas disponibles pour leur choix de pêchage en échange. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont repêché. D'ailleurs, Alex, il écrit sur nos pages, puis il dit qu'il fait souvent des transactions, des moves là, durant le draft en été. Il n'a pas peur de prendre des risques, comme celle avec Détroit pour repêcher Chychrun. Il a profité du fait que les Red Wings étaient coincés avec le contrat de Datsuk. Il a pu faire des mouvements de personnel. Merci, Alex. Toi, Chychrun était listé plus haut, il avait descendu. Donc, c'est quoi, 12e, je pense? Oui, exact. J'ai dit, repêches-tu encore là, le meilleur joueur disponible ou tu y vas par position? Voici sa réponse. I think our goal is always to get a core player in the first round of the draft. Okay. And, everyone's definition of that can change. But, we'll certainly draft the winger, defenseman, left, right. Doesn't matter if we feel that they're the best player available, based off of our criteria. Then, certainly we're taking the guy that we feel, has the highest ceiling with the highest probability of playing highest up in the lineup. So, that's all. It's all a part of the drafting process. Okay, last one. It's your coach, Rick Tocchet. Why giving him another chance as a head coach? What does he do that it make him so far successful with your team? Yeah, I mean, a couple of things. I think first off, he, his experiences in Tampa, although they were challenging at times, I think he, learned a lot and grew as a coach and as a person. And, I think that was pretty evident to me throughout the interview process. And then, his experiences in Pittsburgh certainly formed, him as a coach as well. And, really at the end of the day for us when we were looking to hire a coach here, we needed someone here that could, grow with our group, had experiences as winning, but also, had a real desire to develop young players. And, I think Rick just checked all those boxes. And on top of that, I think he's a phenomenal person that, is good to work with and has a great sense of humor and
comes to the rink every day, motivated and inspired to try to win. So, yeah, he's been a real good fit here. We're lucky to have him. And, it's been a real pleasure in my young career to work with someone like him. So it's been a positive experience. John Chayka, once again, it was a pleasure to have you on the show. I wish you all the best for the rest of the season and hope to talk to you soon. Yeah, no problem. Appreciate it. Take care. Voilà pour l'entrevue avec John Chayka. Quand il est venu le temps de demander repêches-tu pour le meilleur joueur disponible ou par position, et le mot que je cherchais tantôt, c'est on cherche un core player en première ronde. Un gars, comment tu traduirais ça? Un core player, c'est un gars qui va être une pièce maîtresse dans ton équipe, un gars qui sera un rôle important. Il ne veut pas drafter un gars de quatrième ligne, comme on a déjà vu à Montréal. Ouais. On prend McCarron, va être bon sur la 4. Lui, c'est pas ça qu'il veut faire. Puis dans le cas de Tuckett, il a dit il est prêt à développer des jeunes. Il a appris dans ses erreurs à Tampa. Il a un bon sens de l'animal. Il est motivé. Il a hâte d'arriver à l'aréna. Donc, c'est le fun de travailler avec lui. Puis, ça va bien. Superbe entrevue. J'espère que vous avez apprécié. Les Coyotes, là, je regardais ça, là, sont deuxièmes dans la division Pacifique. On les attendait pas là. Derrière les Oilers d'Edmonton, on les attendait pas là. Donc, c'est le fun de voir des surprises. Puis, évidemment, on le dit depuis le début, là, c'est vraiment serré. C'est drôle de voir le classement actuellement dans l'Ouest parce que les équipes qui sont les meneurs là, dans les divisions ont une victoire, là, mais ont des séquences de victoires. Puis ceux qui sont sous la barre des équipes repêchées, c'est des séquences de défaites. C'est drôle de voir ça graphiquement. Là. Mais bref, bonne entrevue, c'est le fun. C'est beau ce que tu fais. Merci. Merci Martin, c'est super gentil. Non, mais excellente entrevue, j'espère que vous avez apprécié. Ça fait, c'est la 3e fois en 5 ans qu'on parle à ce directeur gérant-là. On l'avait eu, c'est le fun, on l'avait eu quelques semaines après qu'il ait été embauché ou nommé à titre de directeur général. Toujours un plaisir de l'avoir. Puis, il y en a qui ont remarqué que j'avais sélectionné une superbe photo sur notre page. Ouais. On va dire que tu as pris celle qui était disponible. J'ai pris celle qui était disponible. All right, Luc, gros merci. Merci également à Roxane à la mise en onde, que tu as été excellente encore une fois. Merci à Rock. Tim à la mise en onde. T'es 0 en 3, je pense. En 4, cette semaine. Gros merci à vous autres, surtout, d'avoir été là pour votre heure de lunch. Partagez le contenu sur vos pages Facebook si vous en avez le goût. Luc va vous envoyer une petite ristourne. Puis on se rejase demain pour une autre édition de On Jase. Bye bye.